Honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous adresser l'anastomose colonale différée. Donc, peut-elle diminuer le taux des fistules anastomotiques? Donc, on reste toujours dans le même contexte. Donc, sans trop tarder, donc en introduction, la prise en charge du cancer du rectum donc, a connu plusieurs progrès ces dernières années. Donc, le traitement il est pluridisciplinaire. Donc, on est passé de la radiothérapie seule à la radiochimiothérapie, actuellement le traitement total, nu-adjuvant total. Et le traitement chirurgical est passé de l'amputation abdominopérinéale à la résection rectale avec TME, avec les différents types d'anastomotiques. Mais le problème qui reste soulevé, qui est le taux de fistules anastomotiques, qui est autour de 20%, parfois au-delà même. Donc, il faut savoir que la fistule anastomotique, c'est une complication redoutée après chirurgie colorectale, qu'elle augmente la mortalité chirurgicale, elle allonge la durée d'hospitalisation, elle altère les résultats fonctionnels et c'est un facteur prédictif de récidive locale après traitement cancérologique. Le taux des fistules anastomotiques est très très variable dans la littérature. Cette variabilité elle est expliquée donc vient du problème de la définition et des critères diagnostiques. Donc on s'est basé donc la définition du groupe de recherche international sur le cancer du rectum, donc ils sont réunis en 2010, qui ont défini donc la fistule anastomotique comme étant un défect entre la paroi intestinale et la lumière intestinale et donc ce défect il peut être lieu donc au niveau de l'anastomose ou bien le ligne d'aggravage. Donc également cette étude nous a permis donc de classer les fistules en 3 grades A, B et C. Donc le grade A c'était fistule anastomotique qui ne requiert aucun traitement. Donc le grade B, donc c'est une fistule anastomotique qui requiert donc un traitement interventionnel, soit radiologique, soit endoscopique. Le grade C, donc c'est une fistule anastomotique qui requiert donc un traitement chirurgical, c'est-à-dire la parotomie. Donc, afin de pallier à ces fistules-là, donc l'héliostomie de protection qui a été validée depuis Mathisen en 2007, donc mais cette héliostomie a une morbidité qui n'est pas négligeable, qui peut avoisiner les 60%. Donc, comme on voyait sur ces photos-là, donc c'est l'irritation, l'infection, donc la sténose et la nécrose d'estomie. Donc, cette héliostomie, elle altère considérablement la qualité de vie des patients, donc c'est un problème psychologique. Et enfin, Copenhague donc, a montré dans une étude qu'une héliostomie était responsable d'une hausse du coût de 40% pour une résection rectale. Donc, également, afin de pallier à de fistule anastomotique, le réservoir en J, donc il est à qualité de vie, donc à ça, donc le réservoir en J, donc Herriot, donc dans une méta-analyse, confirme ces résultats en démontrant qu'à 2 ans post-opératoire, le nombre de selles par jour entre anastomose directe et réservoir passé de 1,88 à 6 mois à 0,74 à 2 ans. Donc, avec une différence statistiquement non significative. Également, dans une étude contrôlée randomisée, montrait que le bénéfice du réservoir était statistiquement significatif à 6 mois, mais il ne l'est plus à 2 ans. Donc, néanmoins, donc, le réservoir la confection d'un réservoir nécessite un temps supplémentaire et pas toujours réalisable chez les patients obèses et surtout c'est des hommes avec un pelvis étroit. Également, Large et Vendel ont fait valoir que l'incontinence post-opératoire est transitoire, donc est tributaire à la blessure péropératoire de l'innervation des muscles releveurs de l'anus. Bien que le réservoir en J n'améliore pas la continence, mais il réduit la fréquence des selles et le besoin d'urgent d'exonérer. Donc, concernant le taux de fistule anastomotique des anastomoses colonales différées, une méta-analyse récente publiée en 2019 par Giuseppe Portal, c'est un Italien, donc qui avait
incluait 8 études. Donc, il y avait 16 études comme l'objectif, pas de fistule anastomotique. Néanmoins, donc SAGE, donc c'est à Grenoble en France, donc il a montré que elle a un taux de fistule anastomotique avoisine les 10%. Également, donc l'essai randomisé donc, de Biondo, donc c'est un travail multicentrique qui a objectivé le taux de fistule anastomotique, donc en comparant l'anastomose coloanale immédiate versus différée, donc 24% donc pour l'anastomose coloanale immédiate versus 13% pour l'anastomose coloanale différée, mais avec un P non significatif. Donc, afin de remédier à ces problèmes-là, l'anastomose coloanale différée semble comme étant une technique prometteuse, mais il y a peu d'études qui évaluent cette technique, ce qui nous a incité à faire ce travail-là. Donc, pour l'historique, donc c'est une ancienne technique qui remonte donc, au 19e siècle par M. Babcock, qui a décrit la première fois les principes de coalescence et le principe de pull-through. Ensuite, donc, en Amérique, Turnbull a pratiqué ça donc à Cleveland aux USA. Ensuite, la QT donc l'a pratiqué à São Paulo au Brésil, mais les indications beaucoup plus étaient des pathologies bénignes. Donc surtout la maladie de Chagas. En France, donc c'est Beaulieu et son équipe ont de nouveau évalué cette technique en 1999. Donc l'avantage de cette technique, c'est la diminution de taux de complications pelviennes, notamment les fistules anastomotiques, pas de stomie de protection, pratiquée pour les cas compliqués, donc avec des anastomoses de rattrapage, un coût moindre, une seule hospitalisation, pas de pince mécanique, pas de contre-incision pour l'extraction du pièce opératoire, c'est l'abord célioscopique, hospitalisation plus courte et meilleur résultat cosmétique. Quand on voit ça, c'est l'abord célioscopique, aucune incision. Donc c'est une étude pour la conception de l'étude, c'est une étude rétrospective à base de données prospectives. L'objectif de voir le taux de fistule anastomotique précoce et tardive, donc au-delà de 30 jours. Donc nous avons eu 33 patients qui ont une anastomose coloanale différée. L'âge moyen c'est de 58 ans, avec des extrêmes allant de 28 à 82 ans. Donc, nous avons 70% des hommes et 30% des femmes. Le BMI moyen est de 23, avec des extrêmes allant de 15 à 34 kg. La plupart de nos malades, c'est des azadeurs avec 60%. Donc, les signes cliniques, surtout le syndrome rectal et les rectoragies. La majorité de nos malades étaient classés, donc 90%, donc c'était le stade 3. Nous avons eu, donc 70% ils ont eu une radiochimiothérapie sur le schéma lent et 30% de schéma court. 51% de nos patients ont eu un downstaging, alors que 84% ont eu une taille de la tumeur diminuée, un downsizing. Donc pour le stade TNM après radiothérapie, donc il y a une diminution, on est passé donc de 90 de stade 3 à 65%. Le délai d'intervention est de moyen de 16 semaines. Donc pour les incidents péro-opératoires, donc on a enregistré une ischémie du côlon gauche pour laquelle on a donc réalisé une colectomie élargie au transverse avec un abaissement transanal selon Deloyer, donc un choc hémorragique, lésion rétrale et un traumatisme clinique en 2 cas. Donc pour la morbidité globale à 3 mois, nous avons donc eu des infections du site opératoire, irritation donc périnéale avec infection du site opératoire, des abcès, des nécroses du moignon, nous avons enregistré 4 cas, et une fistule anastomotique et rétrale dans un cas. Donc voici, donc nous avons enregistré 4 nécroses anastomotiques. Donc la première c'est nécrose distale, donc que nous avons vu à J3, ça c'est une nécrose totale donc du moignon colique extériorisé, donc ça la J4 post-opératoire, donc c'était une nécrose étendue, donc on a été obligé de
donc de reprendre le malade par laparotomie, donc pour compléter la résection, et ça également une nécrose qu'on avait enregistrée, donc AJ4 post-opératoire. Donc pour l'analyse statistique de nécrose des facteurs prédictifs de nécrose du moignon était le BMI supérieur à 30 et le score ASA, donc le malade ASA3 et ASA4, ils ont fait donc une nécrose du moignon. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause des problèmes vasculaires ou autre. Pour le cas de fistule anastomotique, c'est une fistule, en péropératoire, on a eu donc un traumatisme, on a fait un traumatisme rétral, donc c'est pour un malade qui avait une sténose anale après une cure d'hémorroïdectomie. Donc en post-opératoire, le patient fait une fistule érythro-anastomotique. Donc pour les facteurs prédictifs de fistule anastomotique, qui est ressorti, c'est le taux d'albumine, donc qui est inférieur à 35, avec un P significatif. Donc nous avons enregistré un seul cas de sepsis pelvien, donc c'était une collection présacrée qu'on a drainée radiologiquement. Donc on termine en conclusion, le résultat de mon étude suggère que l'anastomose conale différée est une clinique sûre, moins morbide et reproductive. Elle permet d'éviter une stomie de protection. Le résultat, donc, il s'améliore avec le temps, donc à partir de la première année. Elle est adaptée à notre contexte. Elle est essai clinique randomisé multicentrique comparant l'anastomose conale différée à l'anastomose directe avec stomie de protection est nécessaire afin de tirer des conclusions définitives. Et je vous remercie. Merci, Dr Mahmoudi, pour cette présentation. On passe directement